Chapitre 1. Le pensionnat Wimbley. Partie 1. À l'époque où Lucius et Narcissa n'étaient encore que de jeunes mariés, il existait au beau milieu d'une des plus grandes forêts d'Angleterre un lieu charmant et abrité du monde, destiné à accueillir les jeunes sorciers qui en avaient besoin avant leurs 11 ans, âge de leur admission à Poudlard. Pour comprendre les raisons de l'existence d'un tel lieu, il faut savoir une chose. Si la plupart des enfants ont un jour rêvé de posséder des pouvoirs magiques afin de multiplier par 12 le nombre de gâteaux contenus dans un sachet, ou bien pour effrayer un grand frère en kikinant, ces pouvoirs, pour ceux qui en sont pourvus, peuvent parfois se révéler très gênants, encombrants, et rapidement se transformer en cadeaux empoisonnés. La magie qui habite un enfant peut se manifester de façon très diverse, plus ou moins discrète, et plus ou moins facile à contrôler. Ainsi, dès la naissance d'un jeune sorcier, il arrive que d'étranges phénomènes se produisent dans le foyer où il se trouve. Il existe ainsi des bébés voleurs, qui font disparaître les objets autour d'eux, des bébés gloutons, dont le biberon ne se vide jamais, et qui atteignent rapidement un poids record si on n'y prend pas garde, ou encore les bébés peintres, voyageurs, destructeurs, et enfin ceux, beaucoup plus nombreux, dont la nature sorcière ne se révèle que plus tardivement. Lorsque les sorciers parlent des conséquences dévastatrices que peuvent avoir les pouvoirs magiques d'un enfant, la famille Dumbledore est, encore aujourd'hui, le premier exemple qui leur vient à l'esprit. Après un incident causé par de jeunes moldus mal intentionnés, les pouvoirs d'Ariana Dumbledore, sœur cadette d'Albus et Aberforth Dumbledore, étaient devenus totalement incontrôlables, obligeant sa famille à lui interdire de sortir de chez elle. Et malgré cela, Ariana avait fini par sortir de ses gonds à l'âge de 14 ans, provoquant une explosion gigantesque qui fut fatale à leur mère. Et elle-même était décédée peu de temps après, en essayant d'interrompre un duel entre ses deux frères et le mage noir Gellert Grindelwald. Lorsque quelqu'un a l'audace d'évoquer le décès d'Ariana Dumbledore à voix haute, un lourd silence suit généralement le récit de cette histoire. Certains sorciers préfèrent donc employer des anecdotes plus légères, comme celle de Fergus Goyle, qui savait faire naître des flamèches au creux de ses poings, ou mieux encore, celle d'Arthur Weasley qui disparaissait de son berceau pour réapparaître dans une maison moldue voisine en poussant de grands éclats de rire. Mais à ces quelques exceptions près, pour la plupart des familles de sorciers, les pouvoirs magiques de leur enfant ne représentent pas un véritable problème. Il leur suffit d'être assez vigilants, d'installer des sortilèges de protection un peu partout dans la maison et d'apprendre à leurs enfants les quelques astuces bien connues du monde sorcier pour se maîtriser dès leur plus jeune âge. En revanche, lorsqu'une famille de moldus découvre que leur progéniture a la faculté de traverser les murs ou de faire cracher des crapauds à de méchants camarades de classe, la situation peut rapidement virer au cauchemar, autant pour les parents dépassés que pour l'enfant incompris qui, le plus souvent, éprouve la plus grande difficulté à réprimer les phénomènes qui se produisent autour de lui. Avant que la société des sorciers ne se préoccupe de ce problème, on pouvait donc observer un grand nombre d'abandons des enfants nés moldus, surtout si l'enfant naissait dans une famille nombreuse ou était habité par une forme de magie particulièrement agressive. Heureusement pour toutes ces familles et tous ces enfants, un jour, une sorcière nommée Eleanor Wimbley avait croisé la route d'un petit né moldu doué de pouvoirs explosifs que sa famille avait beaucoup de mal à supporter. Touchée par la détresse de ce jeune garçon rejeté par les siens, Eleanor Wimbley s'était présentée devant Albus Dumbledore et avait demandé son aide afin de construire un établissement qui puisse accueillir ces très jeunes sorciers avant l'âge d'admission à Poudlard et leur permettre d'exercer la magie de façon encadrée, à l'abri des regards indiscrets. Ariana Dumbledore était morte 56 ans plus tôt, mais le souvenir de sa vie tragique était encore cuisant dans la mémoire de son frère aîné. Et quelques années auparavant, Albus Dumbledore avait été peiné par le devenir d'un jeune sorcier nommé Tom Jedusor, abandonné à sa naissance, dont l'enfance pénible passée dans un orphelinat moldu avait contribué à le mettre sur la voie de la magie noire. Il avait donc applaudi l'initiative et avait immédiatement fait le nécessaire auprès du Magen Mago pour obtenir le financement requis pour la construction du pensionnat. L'établissement ouvrit ses portes un an plus tard. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre,
au Royaume-Uni et au-delà, et l'établissement connut un succès immédiat. Le pensionnat Wimbley était donc ouvert à tous les jeunes sorciers de moins de 11 ans, que leurs parents soient des moldus ou des sorciers. Cependant, pour les raisons expliquées précédemment, il comptait une écrasante majorité de némoldus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était âprement critiqué par les sorciers britanniques convaincus de la supériorité des sangs purs, furieux de voir accueillis dans un établissement magique ceux qu'ils considéraient comme des sorciers de seconde classe, voire comme de dangereux fraudeurs qui risquaient de leur usurper leurs privilèges s'ils avaient accès aux clés du monde magique plus tôt que prévu. Dès l'ouverture de l'établissement, Eleanor Wimbley avait reçu d'innombrables lettres d'insultes et de menaces. Pas moins d'une centaine de demandes avaient été adressées au Magen Mago par de puissants sorciers pour réclamer à grands cris la fermeture du pensionnat. Mais après de nombreux débats houleux, le Magen Mago avait finalement rejeté ces demandes aux motifs abjects. Eleanor Wimbley avait appris à neutraliser les beuglantes qui lui étaient adressées, et le pensionnat tenait tête depuis 20 ans, aux grandes dames des plus anciennes familles de sorciers. Ces 20 années avaient été belles, riches et mouvementées, autant pour les sorciers qui tenaient le pensionnat que pour les enfants qui y avaient été accueillis. Le quotidien y était rythmé par l'arrivée de nouveaux pensionnaires, souvent en état de grande détresse. Ceux-ci mettaient un certain temps à s'adapter à leur nouvel environnement, et le personnel du pensionnat Wimbley devait rivaliser de créativité pour apaiser l'angoisse générée par de si grands pouvoirs contenus dans de si petites mains. Les risques du métier étaient nombreux. Blessures magiques, lassitude, sentiment d'impuissance. Mais l'espoir et l'émerveillement succédaient à l'abattement, et les sourires des enfants et de leurs familles soulagées encourageaient ces courageux sorciers à poursuivre ce travail fastidieux. Hélas, à l'aube du 20e anniversaire du pensionnat, une ombre menaçante planait sur les murs blancs du joli bâtiment. Une ombre nommée Abraxas Malfoy. Le vieil homme était évidemment l'un des principaux détracteurs du pensionnat. Le fait que de jeunes nés moldus soient rejetés par leur famille et condamnés à la misère ne lui avait jamais déplu. Et voir le ministère allouer ne serait-ce qu'un seul galion à ce qu'il considérait comme des hybrides contre nature lui donnait de l'urticaire. Depuis la création du pensionnat, il s'employait donc activement à répandre l'idée qu'il s'agissait d'un établissement maléfique, véritable gouffre de dépenses et principale raison de tous les maux du monde magique. Et quelques années plus tôt, après s'être accidentellement empoisonné avec du venin de serpent qu'il destinait à Nobilich, il avait redoublé de haine envers l'établissement d'Eleanor Wimbley, redoutant de mourir avant que celui-ci ne disparaisse. Il avait donc fait saboter quelques meubles et quelques objets destinés au pensionnat, provoquant ainsi des accidents inquiétants. Puis il avait soudoyé l'un des inspecteurs du ministère, qui allait régulièrement juger de la sécurité et du bon fonctionnement du pensionnat. Moyennant une bourse bien remplie, l'inspecteur était allé raconter, à qui voulait l'entendre, que lors de son dernier passage, Eleanor Wimbley avait refusé de le faire entrer dans le pensionnat, puis avait ordonné à ses plantes maléfiques de l'attaquer. La Gazette du Sorcier s'était emparée du scoop en consacrant à l'inspecteur une longue interview en première page. Et cette histoire, dans le climat de terreur et de déraison qui accompagnait la montée en puissance de Voldemort, avait porté une lourde estocade à la réputation de l'établissement. Une enquête était donc en cours. Eleanor Wimbley luttait bec et ongles pour prouver que la visite de l'inspecteur s'était parfaitement bien passée, mais après les accidents inquiétants qui avaient déjà eu lieu au sein du pensionnat, les enquêteurs se montraient particulièrement méfiants et pointilleux. Abraxas Malfoy espérait donc convaincre Eleanor Wimbley de capituler, en lui proposant une importante somme d'argent si elle acceptait de fermer son pensionnat une bonne fois pour toutes. Pour que la proposition soit la plus convaincante possible, il avait ordonné à son messager préféré de se rendre sur place. Et il ne s'agissait pas d'un hibou, mais de son propre fils, Lucius, accompagné de sa chère et tendre épouse. Le pensionnat se trouvait au beau milieu d'une forêt dense, et pour s'y rendre sans y avoir été invité, il fallait rouler pendant 2 heures sur une voie cahoteuse avant d'atteindre la grande clairière où il se trouvait. Mais Narcissa et Lucius n'en furent nullement incommodés, puisque leur voiture spacieuse roulait en lévitation une quinzaine de centimètres au-dessus de la voie accidentée, comme la plupart des véhicules sorciers. Dans la voiture,
Tous les deux étaient silencieux, tournés chacun vers leur fenêtre et regardaient pensivement le soleil apparaître et disparaître derrière les feuilles des arbres. Lucius triturait sa boutonnière avec nervosité et Narcissa caressait machinalement son ventre plat, la mine sombre. Narcissa avait été grandement déçue par ses premiers mois de mariage. Lucius n'y était pour rien, mais Abraxas Malfoy semblait déterminé à les empêcher de se voir. Comme s'il était effrayé par l'idée que son fils soit heureux, il s'appliquait à remplir chacune de ses journées de tâches assommantes et à l'empêcher de passer la moindre minute en compagnie de son épouse. Au lieu de réclamer par courrier les dettes qu'on lui devait, comme il l'avait toujours fait, il estimait désormais nécessaire que Lucius y aille en personne, soi-disant pour une plus grande efficacité. De même, Abraxas se plaignait de nouvelles douleurs aux doigts et de problèmes de vue, et quand Lucius n'était pas occupé à réclamer des dettes ou à menacer de pauvres employés du ministère, et espérait enfin pouvoir se reposer, son père exigeait de lui qu'il l'assiste dans la rédaction de tous ses courriers et dans la tenue de son livre de comptes. Lucius s'en excusait toujours auprès de Narcissa, mais il était évident que lui-même prenait beaucoup de plaisir à renforcer son influence au sein du monde magique. Dans le climat d'incertitude qui régnait, les sorciers étaient plus vulnérables aux menaces et aux promesses, et même les membres les plus éminents du Magène Magot se surprenaient parfois à accepter ces propositions malhonnêtes en échange d'une bourse bien remplie ou d'une promesse de protection. De fil en aiguille, Lucius lui-même avait insidieusement changé. Certes, il avait toujours parlé des Moldus avec le plus grand mépris, et des autres sorciers avec une condescendance assumée. Mais depuis qu'il consacrait l'entièreté de son temps à manigancer en faveur des sangs purs au sein du ministère et des autres institutions magiques, il s'était pleinement approprié toutes les convictions de son père et avait fait de la lutte contre les Moldus une affaire toute personnelle. Narcissa ne comptait plus les journées passées à déambuler dans le manoir, ni les soirées à attendre Lucius, où elle finissait par s'endormir sur le livre « Le grand mystère des dragons » que Vera lui avait envoyé. Et à propos de dragons, elle s'était rendue plusieurs fois sur la côte irlandaise pour prendre des nouvelles du sien, Balor, qui était dans une forme éblouissante. Narcissa y allait seule, car elle ne s'était toujours pas réconciliée avec Daisy depuis son mariage, et chaque fois elle était trop maussade pour chevaucher son dragon, ce qui les attristait tous les deux. C'est pourquoi, lorsque Lucius avait annoncé à Narcissa qu'il devait se rendre au pensionnat Wimbley, elle avait décrété sur un ton sans réplique qu'elle viendrait avec lui, et l'avait suivi sous le regard désapprobateur d'Abraxas Malfoy. Elle accompagnait parfois Lucius à des fêtes ou à des réceptions, mais c'était la première fois qu'elle l'accompagnait dans le but de menacer quelqu'un. Elle n'avait pas choisi le pensionnat Wimbley par hasard. Elle avait entendu son propre père déprécier le pensionnat et sa directrice un nombre incalculable de fois, et elle était curieuse de voir à quoi ce lieu ressemblait réellement. D'après son père, c'était un endroit malfamé où des sangs de bourbe au pouvoir malfaisant se concertaient pour nuire au reste des sorciers. Mais sur le chemin qui menait au pensionnat Wimbley, l'esprit de Narcissa était occupé par d'autres tracas. En effet, cela faisait presque 2 ans que Lucius et elle étaient mariés, et elle n'attendait toujours pas d'enfant. Pourtant, l'envie lui était venue très vite, comme une évidence, quasiment dès les premiers jours de vie conjugale. Elle voulait un enfant à chérir, une frimousse qui mêle les traits de Lucius aux siens, un petit être tout neuf qui l'ancre pour de bon dans sa nouvelle vie et qui efface tous les regrets de l'ancienne. Et c'est avec une inquiétude croissante que chaque mois, avec une régularité exaspérante, Narcissa constatait qu'elle n'était toujours pas enceinte. Lucius, lui, ne manifestait pas la moindre impatience. Après tout, ils étaient jeunes, ils avaient tout leur temps, comme il le disait chaque fois pour rassurer son épouse. Dans la voiture qui s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt, Narcissa se mit à l'observer discrètement. Comme d'habitude, il s'était apprêté avec soin. La lumière qui filtrait par la fenêtre faisait étinceler ses bottes de cuir parfaitement cirées, ses boutons de manchette argentés et la broche qui maintenait sa lourde cape en place. Le menton appuyé sur son poing, les yeux rivés vers le lointain, il préparait sans doute soigneusement les arguments destinés à convaincre Eleanor Wimbley d'abandonner son pensionnat. À vrai dire, il était sans cesse absorbé par ses projets et ses manigances, toujours en train de méditer sur les diverses stratégies qu'il fallait adopter pour venir à bout de ses adversaires. Dans ces circonstances, Narcissa avait bien du mal à retenir son attention, et l'époque où ils se prélassaient ensemble dans la salle de bain des préfets de Poudlard lui semblait bien lointaine.
Perdue dans sa contemplation, Narcissa sursauta lorsque la voiture ralentit avec souplesse. Elle se pencha pour apercevoir le pensionnat, mais elle ne voyait aucun bâtiment, ni aucun enfant. Seulement une muraille hostile qui se dressait devant eux. Elle sortit de la voiture, défroissa sa robe et sa cape de velours, et se redressa pour examiner plus attentivement l'obstacle qui leur faisait face. C'était une muraille surprenante, puisqu'elle n'était pas composée de pierres, mais de plantes. Des plantes qui étaient elles-mêmes à la fois menaçantes et fascinantes. On ne distinguait pas de troncs ni de feuilles, seulement un enchevêtrement d'épines acérées, arquées comme des griffes. La voiture de Lucius et Narcissa s'était d'ailleurs prudemment arrêtée à bonne distance, afin d'être hors de portée des épines tranchantes. « Des tentagriffes », identifia Lucius, presque avec admiration. Il eut un petit rire et ajouta aussitôt. « Avec une défense pareille, je serais étonné que cette chère Eleanor Wimbley n'ait rien à se reprocher. » Au moment où il disait cela, un sanglier téméraire passa près de leur voiture et s'approcha du mur végétal. Aussitôt, un tentacule griffu surgit du massif et voulut harponner l'animal, qui dévia brusquement de sa trajectoire et s'éloigna de l'enceinte du pensionnat en poussant des grognements de protestation. Au moment où Lucius et Narcissa commençaient à se demander comment ils allaient franchir la muraille de tentagriffes, il y eut un pop sonore, et un vieil homme moustachu habillé d'une salopette terreuse apparut devant eux. « Qui voilà ? Ah, bonjour, monsieur, dame, grogna l'homme avec une voix rocailleuse. Puis-je savoir ce qui vous amène par ici ? Lucius eut un sourire en coin en regardant le bonhomme de haut en bas et lui tendit sa main gantée de cuir. « Bonjour, mon brave. Nous venons rendre visite à Mrs. Wimbley. Sommes-nous au bon endroit ?» Le vieil homme leva la tête pour regarder Lucius dans les yeux. « Vous n'êtes pas attendu, » dit-il froidement. « En effet, notre visite est improvisée. Mais Mrs. Wimbley sera sans doute intéressée par ce que je souhaite lui dire. » Fit le gardien avec scepticisme. « Nous ne nous sommes pas présentés. Je suis Lucius Malfoy, et voici mon épouse, Narcissa. » Narcissa inclina légèrement la tête en signe de salutation et remarqua que, si l'homme avait à peine regardé Lucius et ignoré la main qu'il lui tendait, il avait plissé les yeux en entendant son prénom. « Narcissa », répéta-t-il pensivement en hochant la tête. « Narcissa. Tiens, tiens. » Puis il releva les yeux vers Lucius, qui attendait sa réponse avec un sourire faussement aimable. « Enchanté, Mr. et Mrs. Malfoy, » répondit l'homme, qui n'avait pas l'air enchanté du tout. « Je suis William Penswick, gardien du pensionnat Wimbley. » Ce nom réveillait quelque chose dans la mémoire de Narcissa, quelque chose de désagréable, sans qu'elle sache identifier quoi. Mais elle pouvait deviner, à la fierté qui transparaissait dans la voix du vieil homme, qu'il n'existait pas de statut plus honorable à ses yeux. Elle vit, brodé sur le torse que le vieil homme bombait orgueilleusement, un hibou argenté aux 2 grands yeux ronds, perché sur une inscription brodée du même fil argenté, pensionnat Wimbley. « Je souhaite m'entretenir avec Mrs. Wimbley, » répéta Lucius. « C'est assez urgent. » William Penswick projeta en avant ses sourcils broussailleux et fixa Lucius avec intensité. « Et je peux savoir pourquoi ? » ?»« C'est confidentiel, » répondit Lucius avec agacement. « Mauvaise réponse, » grinça William Penswick. « En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas un de ces guignols qui lui envoient des beuglantes tous les 4 matins. C'est moi qui trie son courrier, et je peux vous dire que ces saletés me bousillent les oreilles. » Narcissa vit Lucius tendre la main vers sa baguette sous sa cape et lui retint le poignet. « Pas du tout, voyons, » dit-elle avec douceur. « Nous aimerions simplement lui parler quelques instants. Pouvez-vous lui demander de nous recevoir ? Elle sera peut-être d'accord. » William Penswick regarda à nouveau Narcissa avec un air étrange, puis disparut en grommelant. Narcissa et Lucius attendirent quelques minutes sans rien dire. Lucius tapotait nerveusement sur le sol avec la pointe de ses bottes noires, et Narcissa écoutait le vent caresser le feuillage orangé des arbres au-dessus de leur tête. Puis William Penswick réapparut. « Elle est d'accord, » grogna-t-il. Lucius émit une exclamation satisfaite. « Mais il faut que vous me donniez vos 2 baguettes, » poursuivit William Penswick. « Et je vous préviens, ce n'est pas négociable. » Lucius s'apprêtait à protester, mais Narcissa lui saisit à nouveau le poignet et lui fit signe de s'incliner. « Bien sûr, les voici, »
dit-elle en tendant sa propre baguette. De mauvaise grâce, Lucius plongea sa main sous sa cape de velours et imita son épouse. Il considéra d'un œil dégoûté les doigts épais aux ongles noircis qui se refermaient sur sa baguette. « Ne l'abîmez pas, dit-il avec froideur. Cela vous coûterait cher. Je vous retourne la mise en garde, Mr. Malfoy. Une fois à l'intérieur, je compte sur vous pour ne pas faire de gestes brusques. Autrement, dit-il en désignant les tentagriffes, nos petites gardiennes se feront un plaisir de s'occuper de vous. Le gardien rangea les 2 baguettes dans sa poche et fit un geste de la main vers la haie de griffes. Avec un craquement sinistre, celles-ci s'écartèrent docilement devant eux pour former un tunnel tout juste assez large pour laisser passer 2 personnes côte à côte. Au bout du tunnel de griffes obscures, Narcissa pouvait voir une lumière douce, de l'herbe, et elle crut même entendre quelques rires d'enfants. Elle eut immédiatement envie de s'approcher, mais Lucius la retint. À la place des tentagriffes se tenait un fossé profond de plusieurs mètres qui les séparait de l'extrémité du tunnel. Elle se tourna pour interroger William Penswick, mais celui-ci avait de nouveau disparu. Après quelques secondes, une pierre large, ronde et plate surgit du fond du fossé, et Lucius et Narcissa le traversèrent sans encombre. « Je ne pensais pas qu'elle accepterait de nous voir, » avoua Lucius. « Habituellement, elle ne laisse personne rentrer, sauf les inspecteurs du ministère. » Une fois arrivés au bout du tunnel, l'ensemble du terrain fut visible. William Penswick les attendait. Il guetta leur réaction avec un petit sourire en coin, et Narcissa fit de son mieux pour lui cacher son étonnement. En se basant sur ce que lui avait raconté son père lorsqu'elle était enfant, Narcissa avait imaginé un lieu sombre et sinistre, peuplé de gens hargneux et mal intentionnés, mais il était évident que c'était loin d'être le cas. Il se trouvait sur le bord d'un immense terrain, couvert d'un tapis d'herbes grasses et vertes, bordé par la haute haie d'épines hostiles qui l'isolait totalement du monde extérieur et par quelques arbres de couleur rouille. Au milieu du terrain se dressait un large édifice circulaire, couvert d'un dôme impressionnant. Le tout était en pierre calcaire brute, si blanche qu'elle semblait émettre de la lumière. Au-dessus de la porte d'entrée était gravée l'inscription suivante : « Pensionnat Wimbley, refuge pour jeunes sorciers aux pouvoirs encombrants ». Cette inscription surplombait un gros rond de pierre sur lequel était gravé le symbole du pensionnat. Un hibou aux ailes argentées qui ouvrait 2 grands yeux ronds. La façade était sculptée en bas-relief. 2 immenses silhouettes humaines se tenaient de part et d'autre de l'immense porte en chêne, de profil, et se serraient la main au-dessus de la porte. La première silhouette portait un chapeau pointu, tandis que la deuxième était tête nue, un moldu, sans aucun doute. « Quelle indécence !» marmonna Lucius en voyant la fresque. La bâtisse blanche s'étendait vers d'innombrables pavillons éparpillés au fond de la clairière, qui était si grande qu'on devait plisser les yeux pour en apercevoir l'extrémité, obscurcie par les grands arbres qui s'y trouvaient. Partout sur la pelouse, de gros crabes pourvus d'antennes immenses coupaient le gazon avec leurs pinces. Mais Narcissa ne les remarqua même pas, immédiatement happée par la contemplation du petit groupe d'enfants qui jouaient au milieu du terrain. Ils étaient manifestement occupés à jardiner, supervisés par un homme noir de peau qui riait d'une manière étrange en se balançant d'avant en arrière, et par une jeune femme aux cheveux frisés, accoudée sur une pioche. À vue d'œil, les enfants avaient entre 5 et 10 ans, et en voyant leurs petites mains maculées de terre, leurs frimousses adorables, leurs cheveux ébouriffés et leurs yeux rieurs, Narcissa sentit quelque chose se froisser douloureusement dans sa poitrine. Seuls quelques détails trahissaient leur pouvoir magique. L'un d'eux flottait quelques centimètres au-dessus du sol, les tresses d'une petite fille ondulaient comme des serpents autour de sa tête, et l'ombre d'un autre dessinait des motifs inquiétants sur le sol. Le potager dont ils avaient la charge n'était pas un potager ordinaire, car les légumes, au lieu de pousser tranquillement dans la terre, s'amusaient à sauter au-dessus des enfants qui essayaient de les récolter. À côté d'eux, un gros oiseau aux pattes minuscules, coiffé d'une unique plume verte qui formait une houppette, observait les jeunes enfants en se dandinant. La femme aux cheveux frisés les encourageait avec amusement. « Allez, les enfants, attrapez-moi ces courges sauteuses. Il nous les faut pour le dîner. Hé, Jimmy, il faut enlever les mauvaises herbes, pas les faire pousser. »« Oh non, Regina, moi je les aime bien. Regarde celle-là, elle est toute mignonne. »« Eh bien, garde-la pour ta chambre, mais ici, c'est pour les légumes. » Pas étonnant qu'ils aiment les mauvaises herbes, puisqu'ils en sont eux-mêmes.
glissa Lucius à l'oreille de Narcissa. William Penswick se retourna, le regard dur. Mrs. Wimbley est dans son bureau, dit-il en désignant la grande bâtisse blanche. Venez. Rares étaient ceux qui avaient déjà vu Eleanor Wimbley en chair et en os. Eleanor Wimbley n'aimait pas sortir de son pensionnat, et il était situé dans un coin si reculé de la forêt que peu de personnes s'aventuraient jusque-là. Alors que Lucius et Narcissa passaient près d'eux, ils entendirent plus nettement les paroles que les enfants échangeaient avec les deux adultes qui les surveillaient. « Plus que 2 courges à attraper !» lança la dénommée Regina. « Et après ça, nous irons commencer les préparatifs pour le spectacle de Noël, d'accord ? » « Oh oui !»« On peut y aller tout de suite, Regina ?»« Une fois que vous aurez récolté assez de courges pour le dîner. Allez, nous y sommes presque. »« Pfff, c'est nul les courges. Ça parle de quoi cette année le pestacle ? Vous verrez bien. Dis-nous, dis-nous !» Pas besoin de crier, les enfants. Je ne le sais pas encore, puisque c'est vous qui allez l'inventer. Oh, trop génial! C'est vrai? On va inventer une histoire? Oui, tous ensemble. Waouh! S'extasièrent en chœur plusieurs d'entre eux. Mais on n'est pas des écrivains, Madame Regina. La jeune femme leur sourit tendrement. Tout le monde peut inventer des histoires, Louisa. Et je suis sûre que vous en avez plein à raconter. Est-ce qu'il pourra y avoir une princesse? Et un dragon? Moi, j'aimerais qu'il y ait un petit chat, murmura timidement un jeune garçon aux énormes lunettes. Vous voyez, rit Regina, vous avez déjà plein d'idées. Narcissa dut se faire violence pour s'éloigner d'eux et pour entrer dans le pensionnat à la suite de William Penswick. En franchissant la porte de chêne, sous l'arche de pierre blanche, elle remarqua la finesse des détails sculptés sur celle-ci. Le hall d'entrée était une grande pièce simple aux murs blancs, pourvue de 3 petites portes et de bancs en bois rustique. Un étendard violet pendait du plafond, brodé du fameux hibou argenté. « Asseyez-vous » dit William Penswick en désignant un des bancs en bois. « Mrs. Wimbley va vous recevoir. »« Combien de temps devrons-nous attendre ?»« Comme vous pouvez l'imaginer, Mrs. Wimbley est très occupée, » dit William Penswick. « Elle vous recevra dès qu'elle le pourra. »« Nous n'avons pas toute la journée, » grinça Lucius. « Oh, bien sûr, vous pouvez tout à fait revenir un autre jour. Nous sommes à votre disposition, Mr. Malfoy. » William Penswick grimaça un sourire faussement aimable, puis retourna dans le jardin. Lucius poussa un soupir agacé, tandis que Narcissa se mit à examiner le reste de la pièce avec attention. Le long des murs s'étalait une frise composée de 20 photos d'enfants, une par année, chacune comptant de plus en plus d'enfants souriants. Certains n'apparaissaient qu'une seule fois, mais la plupart d'entre eux étaient présents sur au moins 4 ou 5 photos, de telle sorte qu'on pouvait les voir grandir au fur et à mesure des années. « J'espère que nous n'allons pas attendre trop longtemps, » dit Lucius en s'asseyant sur un des bancs. Narcissa resta debout et suivit des yeux la frise d'enfants souriants. Avec un pincement au cœur, elle posa une main sur son ventre désespérément plat. « Alors, la plupart de ces enfants sont... des sangs de bourbe, bien sûr. Aucune personne sensée n'accepterait de faire élever son enfant ici. Les parents de ces mouflets sont soit des moldus, soit des sorciers imbéciles qui ne comprennent rien à la magie. Mais au moins, au lieu d'être influencés par leur famille moldue, ces enfants sont éduqués par des sorciers, non? Parce que tu crois qu'Eleanor Wimbley leur donne une éducation digne de ce nom? Crois-moi, elle passe son temps à leur raconter que les moldus et les sorciers sont faits pour s'entendre, et surtout qu'ils sont égaux en termes d'intelligence. On ne peut pas imaginer de telles bêtises. Narcissa haussa les épaules et vint s'asseoir à côté de lui sur le banc. « Je suis fatiguée, » soupira-t-elle en posant la tête sur son épaule. Elle espérait que Lucius la réconforte, comme il savait si bien le faire, mais il était bien trop préoccupé par la mission que lui avait donnée son père. « Je vais demander à ce vieillard de l'appeler immédiatement, » dit-il en se levant. « Je n'ai pas de temps à perdre. » Il s'éloigna à grands pas et sortit à nouveau dans le jardin. Narcissa appuya sa tête sur le mur de pierre blanche et poussa un nouveau soupir très las. Elle resta ainsi plusieurs minutes, à regarder le plafond drapé de mauve. Puis elle réalisa que quelqu'un parlait d'une voix douce dans l'une des pièces voisines. Intriguée, elle se leva et se mit à la recherche de la provenance de cette voix.
Son ouïe la guida jusqu'à l'une des portes en bois. Timidement, elle l'entr'ouvrit et la voix se fit plus distincte. Elle jeta un regard derrière elle. Le hall d'entrée était toujours désert et silencieux. Elle ouvrit entièrement la porte et fit quelques pas dans un couloir aux murs blancs et lumineux, couvert de dessins d'enfants. La voix provenait d'une pièce sur la gauche de Narcissa, où un jeune homme était assis en face d'une minuscule petite fille. C'était lui qui parlait avec une voix aussi douce. Lorsque Narcissa apparut dans son champ de vision, il lui adressa un bref sourire, puis reporta son attention sur l'enfant. Autour d'eux, la pièce était remplie d'objets et d'accessoires tout aussi étranges les uns que les autres, étiquetés avec soin. Des gants protecteurs, des chaussures gravitationnelles, des casques anti-pousse de cheveux, mais aussi de la peinture contre les transplanages intempestifs et les détecteurs d'étincelles magiques. « Tu es vraiment sûr, Roméalde ?» Tous les deux contemplaient une paire de gants noirs très fins, brodés de runes avec du fil argenté, posés sur la table devant la petite fille. Elle parlait avec une voix craintive et maintenait ses mains en l'air comme si quelqu'un la tenait en joue. Elle avait manifestement très peur de toucher quoi que ce soit. « Ne t'en fais pas, tu ne détruiras rien, » dit le jeune homme. « Ces gants te conviendront parfaitement, je les ai faits pour toi. » La petite fille regarda les gants avec un air circonspect. Elle avait les cheveux courts, châtains, ébouriffés et coupés de façon anarchique. Ses yeux clairs étaient profondément cernés, et on pouvait deviner sa détresse à ses vêtements trop larges, ponctués de cratères brûlés, et à la maigreur extrême de 2 bras qui en émergeaient. « Alors, il ne risque pas d'exploser ? » ?»« Non, Olivia. Regarde les dessins que j'ai brodés dessus. Ce sont des motifs enchantés. Ils vont absorber la magie qui s'échappe de tes mains et t'empêcher de faire exploser des objets. On essaie ?» Avec une grande appréhension, la petite fille abaissa sa main gauche et attrapa les gants du bout des doigts. Quelques crépitements laissèrent une marque de brûlé sur la table, mais les gants restèrent indemnes. Elle les enfila avec une émotion mal contenue, puis le dénommé Roméalde lui tendit un crayon à papier. « Tiens, dit-il, prends-le. » La petite Livia toucha prudemment le crayon à papier. Rien ne se produisit. Ébahie, elle le prit dans sa main et le regarda comme s'il s'agissait du plus précieux des trésors. « Ça marche !» dit-elle, les yeux brillants. Moins surpris, Roméalde semblait néanmoins aussi émerveillé qu'elle. « Ça veut dire que je vais pouvoir écrire comme les autres ? Me brosser les dents toute seule ?» Elle tenta maladroitement de manipuler le crayon, mais cela faisait manifestement très longtemps qu'elle n'avait rien tenu entre ses doigts. Le crayon lui échappa des mains et tomba sur le sol avec un son mat. « Ne t'en fais pas, » dit Roméalde. « Nous allons faire plein de petits exercices pour te réhabituer. Les gants sont peut-être un peu grands pour toi, je vais les ajuster. » Pendant que le dénommé Roméalde avait le dos tourné, Narcissa s'éloigna et retourna s'asseoir sur le banc du hall d'entrée, embarrassée et perplexe. Avant qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir à ce qu'elle venait de voir, des bruits de pas parvinrent à ses oreilles. Elle se redressa et tendit le cou, curieuse de voir à quoi pouvait bien ressembler Eleanor Wimbley. Mais les 2 femmes qui apparurent dans l'encadrement de la porte ne prêtèrent aucune attention à Narcissa. La plus jeune des 2 pleurait, et la deuxième l'entraînait vers le jardin. 2 badges indiquaient leurs prénoms, Elsidie et Cardelia. « Là, là, allons prendre l'air, ça va te faire du bien. » La jeune femme tenait des lunettes cassées dans sa main et avait une marque rouge en dessous de l'œil. « Raconte-moi, » dit doucement l'autre femme en lui prenant la main. « C'est la petite nouvelle, Cheryl, » sanglota la première. « C'est impossible de s'occuper d'elle. On arrive à peine à rentrer dans sa chambre. Elle arrive à grimper au mur et réduit tout ce que nous lui donnons en poussière. Chaque fois que nous essayons de la rassurer, ses pupilles s'embrasent et quelque chose de terrible se produit. » « J'imagine que vous avez installé tous les sortilèges de protection nécessaires. »« Bien sûr, nous avons suivi la procédure habituelle, mais cela fait plusieurs jours que c'est comme ça. On n'en peut plus. Et les recherches sur ses parents ne donnent rien. Ils se sont tout simplement volatilisés. Vraiment, c'est trop horrible. » Elle doit bien le sentir, hélas. Et maintenant, que fait-elle ? Elle dort. Bon, c'est bien. Je passerai la voir dans l'après-midi, d'accord ? C'est une situation difficile. Il faut que nous nous relayions. En attendant, repose-toi.
Elles échangèrent un pâle sourire. Les premiers mois ici, ça n'est jamais facile, poursuivit celle qui semblait plus expérimentée. Et c'est vrai qu'il arrive que certaines situations restent insolubles pendant un long moment, malgré toute notre bonne volonté. La première chose à faire, c'est de s'entraider. Elles franchirent la porte d'entrée et leurs voix s'évanouirent dans le jardin. Narcissa se tassa sur le banc, de plus en plus mal à l'aise. Elle commençait à regretter d'être venue lorsqu'un autre bruit de pas se fit entendre depuis la porte qui se trouvait en face d'elle, et une femme entra dans la pièce.